19h45. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour la principale édition. Dans l'actualité ce soir, le nouveau gouvernement du Sénégal dévoilé hier. 37 ministres composent l'équipe gouvernementale. La nomination de Idrissa Seck suscite des réactions et ressuscite la question du chef de l'opposition. Ndeye-Fatou Diop Ndiaye Blondin de la coalition Jotna parle de deal au moment où un communiqué de la présidence évoque la thèse d'un gouvernement d'union nationale. Émigration clandestine des femmes entre dans la danse. 3 des 129 émigrés interpellés hier matin par la Marine nationale sont des femmes. Qu'est-ce qui pousse cette couche de la société à vouloir voyager en mer? La réponse dans ce journal avec le reportage signé Abdourahmane Lija. Sur l'international, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les premiers résultats provisoires sont favorables à Alassane Dramane Ouattara. Des résultats que ne reconnaît pas l'opposition. Elle appelle à l'ouverture d'une transition civile. Dans ce journal, vous aurez également l'actualité sportive, une actualité dominée par la performance des Lions du Sénégal. Le développement, c'est juste après ceci. À l'entame de cette édition, formation du nouveau gouvernement du Sénégal, une liste de 37 ministres publiée hier. La nouveauté, la création d'un ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Les acteurs listent déjà leurs attentes dans ce reportage signé Momodou Lamine Fatija. Ils ont toujours voulu être autonomes. Aujourd'hui, l'artisanat a son propre ministère. Déjà, les artisans analysent et expriment leurs doléances. Il y a beaucoup d'artisans qui sont aujourd'hui plus que frustrés qu'avant parce qu'ils ont été promis d'être au moins accompagnés d'un fonds de relance sur lequel ils pourront continuer à exercer leur métier. Vous-même, vous l'avez constaté en même temps que moi. Au niveau du Guédiawaye, nous n'avons aucun industriel plus grand que celle-là qui compte 400 et quelques cases, dont chaque case compte au-delà de 4 personnes, qui fait 1000 et quelques personnes. Ce qui est nos points faibles, ce qui manque sur le secteur, qui représentait que seuls 4 F, qui étaient la formalisation, formation, et foncier et financement. Sur ces 4 points-là, on ne parvient même pas à avoir satisfait sur aucun point. À travers ce ministère, les artisans disent leurs attentes. Qu'il n'écoute personne de ses conseils. Dans ce pays-là, si tu veux travailler, il faut être là où nous vous attendons. Allez sur les lieux, faire vos propres prospections. Quand on parle de secteur, écoutez les artisans eux-mêmes. Qu'ils fassent le tour, s'il s'agit du secteur artisanal d'art, qu'ils fassent le tour des villages artisanaux de la région de Dakar avant tout. Après qu'il part ailleurs chercher ce qui reste et faire des propres constats à lui-même et apporter son expertise à ce qu'il va faire pour ce pays-là. Beaucoup de mots que vive le secteur de l'artisanat. Avec un ministère dédié, les artisans souhaitent le développement de leur secteur. Mamadou Lamine Fati, Maurice Soudjek John qualifie le nouveau gouvernement du Sénégal d'une stratégie politique. Il appelle la population à la clairvoyance, surtout sur la nomination de Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Docteur en sciences politiques, Maurice Soudjek John était l'un des invités de Alassane Samba Diop dans la matinale de Iradio. Nous l'écoutons avec Sophia Ba. C'est un gouvernement très politique, pour ne pas dire politicien, qui vient régler des contradictions politiques au sein de l'APR et tenter de positionner le gouvernement et l'ouverture à laquelle on a assisté par rapport aux perspectives de la présidentielle de 2024 avec l'entrée de Réumi d'Idrissa Seck qui hérite du Haut Conseil, du Conseil économique, social et environnemental et de 2 ministres à l'économie numérique, aux télécommunications et à l'élevage, et aussi l'entrée d'un transfuge du Parti démocratique sénégalais, Oumar Sarr, et l'entrée également de Maître Aïssata Tall Sall. Donc on voit que c'est une ouverture, c'est comme si le président de la République voulait augmenter sa surface de légitimité, fidéliser Benno Bokk Yakaar et s'ouvrir aux forces politiques libérales pour asseoir davantage son
pouvoir augmenter la surface de légitimité, comme je disais tantôt, de son régime. Mais là où le bas blesse par rapport à cette stratégie, c'est qu'on est dans les manipulations des forces politiques et des appareils, mais cela ne veut pas dire que le peuple sénégalais, les citoyens sénégalais vont suivre par rapport à cela, parce que Idrissa Seck, qui est arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, qui avait clairement dit qu'il allait supprimer le Conseil économique, social et environnemental, se retrouve pour être le président de cette institution. Ça fait une contradiction, et donc tout cela fait que son image risque d'être perturbée, écornée. La formation du nouveau gouvernement du Sénégal diversement appréciée. Le conseiller politique salue la largesse du chef de l'État Macky Sall, invité également de la matinale de iRadio. Luc Sarr, que nous écoutons au micro de Sophia Ba. De plus, le président de la République a montré sa dimension d'homme d'État majeur. Pourquoi et comment? Il élargit la base sociale et politique du régime pour montrer plus que jamais qu'il n'est pas dans une logique d'accaparement du pouvoir. Il a toujours dit qu'il ne souhaite pas un parti-État ou un État-parti. Le pouvoir n'est pas une propriété de l'Alliance pour la République à pair. C'est un espace qui inclut autant de Sénégalais que possible pour le bien du peuple sénégalais. C'est pourquoi il a tendu la main, une fois de plus, à des forces politiques qui n'ont jamais été avec lui, ou bien partiellement avec lui, pour davantage renforcer son projet d'accélérer la marche du pays vers l'émergence. C'est ça qui explique un peu ce qu'il a fait, en avoir une lecture politicienne, dire pourquoi tel n'y est pas ou tel est sorti, pose problème. Quand le président de la République choisissait ces messieurs, il n'avait demandé la permission à qui que ce fût. Il avait choisi, sur la base de sa propre analyse, qui pouvait occuper tel poste, qui pouvait ne pas l'occuper pour sortir. Quand il l'avait fait, ne demandant pas la permission pour faire entrer, il ne demandera pas la permission pour faire sortir. Cela, la Constitution lui donne cette prérogative. C'est lui que les Sénégalais ont élu. C'est lui qui rend compte aux Sénégalais. Je ne vois pas en quoi et comment ces questions-là pourraient-elles être posées. Troisième personnalité de l'État, Idrissa Seck a été nommé depuis hier président du Conseil économique, social et environnemental, ce qui a encore suscité la polémique sur le statut du chef de l'opposition, un statut que le leader du parti Rewmi ne peut plus incarner, selon la présidente de la commission communication de la coalition Jotna, Ndeye Fatou Diop Blondin, était l'invité de la matinale de ITV Tok Tok Sénégal. La synthèse avec Migui Maram Diaya. Cette décision du leader du parti Rewmi d'occuper la présidence du Conseil économique, social et environnemental est très mal vue au sein de l'opposition. Pour la coalition Jotna d'Ousmane Sonko, Idrissa Seck a trahi le peuple. Ndeye Fatou Diop Blondin est formelle. Cette décision n'est guère le fruit du dialogue national. On parle de dialogue, on veut nous vendre que c'est l'issue du dialogue. Moi, je dis que d'abord, le dialogue n'est pas terminé. Et lui-même, dans son discours, parle de plusieurs entrevues depuis la présidence. Et donc, tous ceux qui pensaient qu'il y avait des oppositions parmi lesquelles figurait Idrissa Seck sont aujourd'hui clairement édifiés qu'il n'a jamais été un opposant. Que dès le lendemain des élections, il s'est tout de suite mis à voir Macky Sall avec un schéma dont on vient de voir l'aboutissement. Et donc, tout ça, ce sont des contre-valeurs. Avec cette décision, Idrissa Seck peut dire adieu au statut du leader de l'opposition. Selon la présidente de la commission communication de Jotna, Ndeye Fatou Diop Blondin, installe Ousmane Sonko qui incarne la vraie opposition, selon elle. Il n'y a pas besoin de médaille, il faut l'exercer. Il faut l'incarner sur le terrain et l'exercer. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que Ousmane Sonko le fait. Il ne cherche pas de médaille. Il ne cherche pas que quelqu'un vienne prendre un décret. Il ne cherche pas que quelqu'un vienne lui attribuer. Non. Il se met dans la posture et il l'incarne. Et c'est ce qui compte. Donc, toute autre chose n'est que discussion sur des plateaux.
celui qui l'incarne, on le connaît, il n'y a qu'à voir chaque fois qu'il sort, le tir groupé est la phrase que tout le monde avait critiquée, il y a l'opposition et il y a des opposants de l'opposition. On le comprend maintenant, cette phrase de opposants de l'opposition, c'est exactement cela. Ceux qui étaient en discussion, ceux qui étaient en train de parler avec Macky Sall et on se demandait est-ce qu'ils méritaient le statut d'opposant, en fait, ils étaient aux côtés du pouvoir pour combattre la vraie opposition. Aujourd'hui, c'est clair et net. Pour ce nouveau gouvernement, Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin pense qu'il est tout simplement politique. On s'attendait à ce que ce soit un gouvernement qui viendrait, en tout cas, présenter les prémices d'une solution pour ces mots. On s'attendait à cela. Mais à entendre la presse, on voit bien que les considérations politiques ont pris la place sur les considérations pragmatiques pour apporter des solutions au pays. La présidente de la commission communication de Jotna invite ses autres camarades de l'opposition à taire les querelles personnelles afin de faire face au pouvoir de Macky Sall. Migui Maham Ndiaye, et nous reparlons de la recrudescence de l'immigration clandestine. Des femmes entrent dans la danse. Sur les 129 clandestins interpellés par la Marine nationale, 3 sont des femmes. Ce qui nous amène à poser la question, qu'est-ce qui pousse ces femmes à vouloir voyager en mer? Un reportage réalisé à Grand-Dakar et à Liberté 1 et c'est signé Abdourahmane Licha. Ce ne sont pas uniquement les jeunes hommes qui affrontent la mer à la recherche de l'Eldorado en Europe. Les femmes aussi s'y mettent. 3 femmes étaient dans le lot des 129 migrants interpellés au large des côtes sénégalaises. Rencontrée à Grand Dakar, cette dame déjà n'y pense pas. Technicienne de surface, elle appelle ses pairs à se ressaisir. Parce qu'en tant que jigéen, en tant que femme, elle doit avoir un boulot ici, au Sénégal. L'immigration clandestine, à mon sens, n'est pas une solution, d'autant plus qu'on n'est jamais sûr que le bateau va arriver à bon port. Moi qui vous parle, je n'y pense vraiment pas. Les risques sont énormes. Je vous assure qu'il n'y a pas plus réconfortant que d'être chez soi. Selon cette autre dame, la faute incombe entièrement à l'État. Le chômage est principalement ce qui pousse des femmes vers cette démarche. Le gouvernement doit s'intéresser à la situation du chômage et il doit penser à créer quelques emplois en collaboration avec quelques entreprises pour ces jeunes. Avec ça, je pense que les jeunes n'auront plus cette idée de sortir du pays. Pourquoi pas l'auto-emploi semble dire Kodo. Donner entre 350 000 et 500 000 à un passeur pour se rendre à l'extérieur, je pense que c'est insensé. Pourquoi pas prendre cet argent et investir dans l'informel? Rien ne l'empêche et ça marche. Une surprise pour Dieyna Houssen Najib, même si elle n'est pas en phase avec cette pratique. Elle tente de l'expliquer. Une explication qui prend en compte la place de la femme dans une société traditionnelle comme la nôtre. Du coup, vu que les femmes sont en quelque sorte les représentants de la société, du coup je prends du point de vue africain, j'ai plus l'intention de dire qu'on compte beaucoup sur elles en fait. Donc elle cherche tous les moyens possibles d'aller à l'extérieur pour voir ce qu'elle peut faire, pour voir si elle peut fournir de l'aide à leur famille en fait. Donc je pense qu'elles envisagent plus les solutions qui sont devant elles, voire l'immigration. À l'unanimité, les femmes rencontrées rejettent cette démarche. Elles assimilent l'immigration clandestine à un suicide. Abdourahmane Li, intéressons-nous à présent à l'éducation avec la rentrée scolaire 2020-2021 prévue le 12 novembre 2020. À Guédiawaye, l'école UNESCO de Hamon 3 risque de ne pas ouvrir ses portes. Les raisons avancées, la vétusté et l'état de délabrement de l'édifice. Aminata John, la directrice de l'établissement, que nous écoutons au micro de Mamadou Lamine Fatija. Bon, vous l'avez constaté, donc le constat est unanime. Voilà les classes, le délabrement donc est avancé. Des salles de classe sans porte ni fenêtre. Il y a les toitures donc qui menacent. Le mur de clôture aussi, vous l'avez constaté autant que moi, il n'y a plus de fer. Donc d'un moment à l'autre, les murs peuvent s'affaisser sur les élèves. Mais donc il faut prévoir ce que ne fait pas l'État. L'État ne prévoit pas.
Donc vraiment, avec vraiment ce délabrement, nous lançons donc un cri de cœur à nos autorités pour qu'ils puissent vraiment nous accompagner pour la réhabilitation donc, de l'école UNESCO à Montroi. Voilà, nous sommes donc dans cette dynamique. Vu les conditions, la rentrée peut ne pas être effective. Mais nous, je l'ai dit, l'impossible n'est pas enseignant. Donc on a mobilisé nos forces avec les moyens financiers et nos moyens vraiment force en tant que force pour vraiment mettre de l'ordre, mettre donc tant soit peu les dispositions dans une bonne condition de reprise. Voilà, c'est ça. À Rufisque, il n'y a plus d'espace dans les 3 cimetières musulmans. Une problématique soulevée lors de la journée de nettoiement des cimetières de Dango. Les populations de Rufisque appellent l'État du Sénégal à la rescousse. Amadou Sen Nia, le porte-parole du maire, que nous écoutons au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, la situation est alarmante. Les cimetières de Djokoul, les cimetières de Tchoulène sont pleins. Les cimetières de Dangou qui reçoivent partout des cadavres, des morts venant de Kermassar, venant de Bambilor, venant de partout dans la région de Dakar, vont être pleines dans quelques années, dans 1 ou 2 ans. C'est pourquoi, au nom des Rufisquois, au nom de toute la communauté musulmane de Rufisque et environ, nous demandons à l'État de mettre à la disposition de la ville de Rufisque, des populations rufisquoises, les titres fonciers qui sont tout autour des cimetières de Rufisque pour assurer une extension et permettre aux Rufisquois, aux Dakarois, de pouvoir trouver des lieux ou des cimetières où enterrer leurs morts d'ici 20, 30 à 50 ans, voire 100 ans. Et concernant la caricature du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le collectif des associations islamiques de Rufisque réagit et réclame la réaction du président de la République Macky Sall. Le collectif exige également des excuses du chef de l'État français Emmanuel Macron. Nous écoutons à ce propos Moussa Ndiaye au micro de Babacar Seck. Le monde islamique et les associations islamiques de Rufisque condamnent les caricatures du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et les propos tenus par Emmanuel Macron et les considère comme un crime parmi les autres formes de discrimination, et cela ne fait que cultiver dans le cœur des peuples et des civilisations un sentiment de haine qui détruit le principe de coexistence spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Les associations islamiques de Rufisque considèrent ces caricatures comme une injustice inqualifiable et une marque d'islamophobie qui n'est rien d'autre qu'une forme de haine envers l'islam et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, associations islamiques de Rufisque, condamnons fortement ces actes et disons ceci. Vu que le Sénégal est un pays avec une identité islamique et la population est musulmane à plus de 95%, demandons à son Excellence le président Macky Sall de se prononcer solennellement sur le sujet et de demander à son homologue français, le président Emmanuel Macron, de présenter ses excuses publiques au peuple sénégalais et à l'ensemble de la Oumma islamique. Nous, associations islamiques de Rufisque, invitons l'ensemble du peuple sénégalais au boycott des produits français. Coronavirus, situation du jour. 7 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 653 tests réalisés. 5 cas communautaires notés, 5 cas graves. 101 patients ont été contrôlés négatifs. Aucun décès n'a été signalé ce jour, selon le communiqué lu par le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye. L'actualité internationale, Côte d'Ivoire, les premiers résultats provisoires sont favorables à Alassane Dramane Ouattara, le président sortant. Des résultats que ne reconnaît pas l'opposition. Elle appelle à l'ouverture d'une transition civile. On fait le point avec notre envoyé spécial, Babacar Ndaw Faye.
Les négociations ont démarré ici à Abidjan pour rapprocher les différentes positions entre le pouvoir et l'opposition au sortir du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Ce lundi, c'est l'émissaire des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambas, qui a rencontré une délégation de l'opposition au domicile de Henri Konan Bédié à Cocody. Il n'y a pas eu de déclaration à la sortie de cette rencontre, mais on nous a soufflé que l'opposition dirigée ce soir par Henri Konan Bédié a posé sur la table de l'émissaire ghanéen des Nations Unies une feuille de route de 6 points, une feuille de route déclinée ainsi et qui évoque la transition de 30 mois, une transition pendant laquelle l'opposition compte, entre autres points, la formation d'un nouveau gouvernement élargi aux différents partis politiques représentatifs et à la société civile, mais encore à l'organisation d'élections présidentielles couplées à des législatives ou encore la tenue de référendums, entre autres points. Alors pendant ce temps-là, la CI, la Commission électorale indépendante, devrait d'un moment à l'autre publier les résultats, la suite des résultats département par département. Hier, 26 départements sur les 108 ont été publiés et qui ont été largement favorables au candidat au pouvoir Alassane Dramane Ouattara. Du côté du pouvoir, on commence déjà à se préparer à la fête. Une fête géante est d'ailleurs annoncée dans une note adressée aux coordonnateurs régionaux et départementaux de la mouvance présidentielle. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a demandé à ces derniers de se préparer à une grande parade qui devrait démarrer demain aux alentours de 16h, disent-ils, dès que les résultats seront définitivement publiés par la Commission électorale indépendante qui, demain, normalement, en aura fini sur les 108 départements. Après la Côte d'Ivoire, nous parlons de l'élection présidentielle aux États-Unis, une élection prévue le 3 novembre 2020. En prélude à ce scrutin, ITV vous propose des réactions d'analystes aujourd'hui. Nous sommes avec Mamadou Diouf, enseignant à l'Université de Columbia. Il nous parle de l'impact du coronavirus sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous l'écoutons. La pandémie est à coup sûr la question la plus importante. Elle va influencer les acteurs politiques, mais aussi les électeurs pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle a eu une conséquence désastreuse sur l'économie américaine. L'économie s'est ralentie. Le chômage a connu une explosion extraordinaire avec plus de 30 millions de chômeurs. La pauvreté a atteint des masses considérables de population. Donc la pandémie est la question principale aujourd'hui. Et il est intéressant de constater que d'une part, Trump ne veut pas en parler et veut coûte que coûte convaincre les Américains que on a déjà dépassé, disons, le seuil le plus difficile, et les démocrates concentrent leur campagne sur l'ineptie de la gestion de Trump de la pandémie du sida et sur l'extraordinaire situation que cette gestion a entraîné en termes d'emploi, en termes de ressources, mais aussi en termes de protection sociale. Et il semble évident que la pandémie va être la cause principale de l'échec de Trump s'il perd. Mais la pandémie est en train aussi de permettre à la gestion de la pandémie, permet aux démocrates de pouvoir dénoncer l'ineptie et l'incompétence de Trump à cause du nombre de morts et à cause du nombre de gens atteints. Et aujourd'hui, à quelques 3 jours des élections, l'extraordinaire explosion dans la 3e phase de la pandémie. Donc, les conséquences de la pandémie sont au centre de la campagne. Je voudrais ajouter que ce qui identifie la pandémie comme la question centrale de la campagne électorale
2020, c'est le nombre des Américains qui ont déjà voté avant la date des élections. Et ce nombre est considérable. C'est plus de 90 millions d'électeurs qui représentent les 2/3 de l'électorat américain. Non seulement cela indique une extraordinaire mobilisation, mais cela indique aussi un fait important, qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont des premiers électeurs. Mais il y a aussi des électeurs qui ne s'étaient pas déplacés en 2016 et qui se sont déplacés en 2020. Donc, le nombre de votants et le fait qu'ils aient voté plus tôt que le jour des élections est effectivement une indication forte de l'importance des élections pour les Américains. Ces élections-là, qui sont des élections bien sûr marquées par la gestion de Trump, mais surtout par la pandémie. Vous l'avez compris, le coup d'envoi est donné. C'est pour l'actualité sportive et nous sommes avec Pape Malick Diaw. Pape Malick, bonsoir. Bonsoir, Aminata. Nous démarrons cette page sportive avec des Sénégalais qui ont brillé ce week-end avec le club en Europe. Effectivement, à l'image de Mamadou Lamine Gueye qui a donné la victoire à son club, à savoir le FC Metz, ou encore Bingourou Kamara qui, lui, de son côté, est le malheureux qui a inscrit le but contre son camp pour l'équipe adverse, tout simplement. Et Sadio Mané et Edouard Mendy, de leur côté, continuent de briller en Angleterre, au même moment où Badou Ndiaye et Alassane Ndao ont aussi sauvé leur club, à savoir Fatih Karagümrük en Turquie. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. Ce tour d'Europe des Lions nous mène d'abord en France. Metz est allé s'imposer sur la plus petite des marges sur la pelouse de Nîmes avec un but de Mamadou Lamine Gueye. Moussa Koné était également titulaire. Rennes de Alfred Gomis a renversé Brest 2-1. Idrissa Gana Gueye et le PSG sont allés gagner à Nantes 3-0. Reims faisait face à Strasbourg ce week-end avec les titularisations des Sénégalais Habib Diallo, Bingourou Kamara et Boulaye Dia. Mais les Rémois se sont imposés par 2-1 avec malheureusement un but contre son camp du gardien de but Strasbourg. Bordeaux avec Youssouf Sabaly a succombé à lui2 face à Monaco 4-0 en Angleterre. Sadio Mané et Liverpool se sont défaits de West Ham 2-1, toujours aussi bon dans ses cages. Edouard Mendy et Chelsea ont largement battu Burnley 3-0. Le gardien de but sénégalais présente jusqu'à présent une copie propre et n'a toujours pas encaissé de but en championnat. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté a été battu par les Wolves 2-0 en Championship. Bristol City avec Famara Diédhiou remplaçant a perdu devant Norwich 3-1. Watford de Ismaïla Sarr a également perdu devant Barnsley 1-0. Huddersfield Town avec Mohamed Nabi Sarr en défense est allé écraser Millwall 3-0 en Italie. Kalidou Koulibaly et Naples ont été surpris à domicile par Sassuolo 2-0 en Allemagne. Salif Sané et Schalke n'ont pas perdu ce week-end mais ont fait match nul, un but partout face à Stuttgart. En Turquie, Badou Ndiaye est très en forme, son doublé mais également le but de Alassane Ndao ont permis à Fatih Karagümrük de battre largement Erzurum 5-1. Enfin, en Belgique, avec Crépin Diatta remplaçant, Club Brugge a fait match nul 2 buts partout face à Mechelen. Cher Diop, nous restons sur la pelouse. Le Paris Saint-Germain serait le grand favori pour récupérer le joueur Christian Eriksen. Tout à fait, Thomas Tuchel se plaint beaucoup ces derniers temps du rythme infernal, de la fatigue physique et mentale et d'un effectif jugé trop court. Du moins, c'était le cas avant les derniers jours du mercato estival qui a vu les arrivées de Danilo, Rafinha ou encore Keane. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain est annoncé comme le prétendant principal à la signature de Christian Eriksen. L'international danois est toujours en difficulté à l'Inter Milan où son temps de jeu reste faible. Titularisé à seulement 3 reprises en Serie A, le milieu de 28 ans peine à se faire une place dans le schéma de jeu particulier de Conte, à tel point qu'il serait plus contre un départ en plein milieu de saison. Cependant, l'Inter ne souhaite pas un prêt, tout simplement un transfert.
Ligue des champions, 11 joueurs de l'Ajax testés positifs au coronavirus. Tout à fait. Demain soir, l'Ajax d'Amsterdam est censé disputer son match de Ligue des champions, à savoir la 3e journée face aux Danois de Midtjylland. Cependant, il y a des chances pour que le coach Erik ten Hag aligne un 11 remanié. Le Télégraphe annonce en effet que 11 joueurs de l'équipe première et de la réserve ont été testés positifs au coronavirus. Les noms n'ont pas filtré, mais le journal précise que de nouveaux tests ont été réalisés ce lundi en urgence afin de savoir quel joueur Erik ten Hag pourra amener avec lui pour cette rencontre. La Ligue des champions toujours, la 3e journée démarre demain avec le choc Real Inter. Tout à fait, et cette rencontre, c'est bien sûr dans le groupe B où le Real Madrid 4e avec un petit point accueille l'Inter Milan qui est 3e avec 2 points, qui est donc le choc tout simplement de cette 3e journée. Et toujours dans ce groupe, Shakhtar, leader de ce groupe qui accueille le Borussia Mönchengladbach. Dans le groupe A, Lokomotiv Moscou accueille l'Atlético Madrid 2e avec 3 points et le leader Bayern Munich du haut de ses 6 points sera en déplacement à Salzbourg. Dans le groupe C, Manchester City qui est aussi leader du groupe avec 6 points recevra Olympiakos d'Ousseinouba. Et pendant ce temps, l'Olympique de Marseille en difficulté en Ligue des Champions avec 0 points sera en déplacement pour défier le FC Porto. Et enfin dans le groupe D, comme annoncé, Midtjylland 4 points et 0 points 4e recevra l'Ajax d'Amsterdam qui, comme on l'a dit, sera peut-être remanié du haut de ses 11 joueurs testés positifs. Et enfin le choc aussi dans ce groupe D, c'est l'Atalanta Bergame 2e avec 4 points qui reçoit Liverpool de Sadio Mané qui est leader avec ses 6 points. Et bien sûr la rencontre Real Madrid-Inter Milan du groupe B, c'est à suivre sur iRadio à partir de 20h. Merci Pape Malick Diaw pour l'actualité sportive. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est cette page sportive qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.